tout au long de mon parcours, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, en fait, et qui m'ont soutenu, qui m'ont permis d'avancer et d'être là où je suis aujourd'hui. On est toujours, je me suis fait tout seul, mais en fait, on se fait rarement tout seul. T'as une grosse communauté sur LinkedIn, je crois presque 500 000 abonnés sur LinkedIn, ce qui est énorme. J'ai pas envie d'être le Nabila de LinkedIn, quoi. Ouais. La vulnérabilité, pour moi, c'est la chose la plus importante si aujourd'hui on veut faire la différence. Est-ce que tu aurais 2-3 tips à apporter à des gens là qui ont envie de se lancer, de créer une communauté? Je vais te donner 3 tips qui peuvent être assez simples, faciles à adopter pour commencer. Moi, je me suis toujours considéré en retard par rapport aux autres. J'ai redoublé 3 fois, je parlais pas bien anglais. T'as ton timing, t'as ton heure. Toi, c'était qui tes mentors? Je vais te raconter une anecdote. Ah, j'aime bien ça. Le but d'un mentor, c'est pas de faire du copier-coller. C'est pas parce que t'as un mentor qui est PDG que demain tu vas devenir PDG. Je drive cette ambition professionnelle tout en faisant attention à ma famille. Et étant moi-même papa, du coup, je trouve ça super. Le podcast Multi est soutenu par Pennylane, le seul outil qui réunit vos finances, votre compta et votre compte professionnel. Multi est également soutenu par HubSpot, la plateforme qui allie puissance et simplicité pour connecter vos données, vos équipes et vos clients afin d'accélérer votre croissance. Pour profiter d'offres exceptionnelles de nos partenaires, abonnez-vous à notre newsletter. Bienvenue dans un nouvel épisode de Multi, le podcast qui donne la parole aux multi-entrepreneurs. Moi, c'est Jonathan Kalfa, je suis expert comptable et multi-entrepreneur également. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Youssef Koutari. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Jonathan pour l'invitation. J'ai cru que t'allais dire multimillionnaire. J'ai dit attends. Non. Non, ça on n'a pas obligé d'en parler. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut faire partie du podcast, on peut poser des questions. Mais non, le but du podcast, c'est de mettre en avant justement des entrepreneurs qui sont multi-projets, multi-activités. Donc c'est pour ça que tu es là, parce que c'est ce que tu fais. Et du coup, pour commencer, je vais te demander de te présenter qui tu es, ce que tu fais, quels ont été tes projets passés, quels sont tes projets actuels, histoire que tout le monde puisse savoir ce que tu fais. Super. Écoute, moi c'est Youssef Koutari. J'ai 31 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je fais pas mal de choses en fait dans ma vie. Moi, je suis né au Maroc à Casablanca, où je suis venu à l'âge de 5-6 ans. Et puis actuellement, je suis entrepreneur, conseiller municipal dans une ville. Et puis on essaye de se développer, d'impacter positivement, de transformer la société. Donc j'ai monté une école de commerce inclusive dans laquelle on forme des commerciaux du bac au bac plus 5 avec une touche plutôt tech, plutôt digitale dans le monde du numérique. Et puis je suis élu dans la ville dans laquelle j'ai grandi. J'ai plusieurs délégations, l'emploi, le numérique et la jeunesse. Voilà un peu pour me présenter aujourd'hui. D'accord. Après, pour mon parcours, on pourra rentrer dedans dans les détails. Oui, on va rentrer dedans. Il y a quand même un sujet aussi en ce moment, dans tes projets actuels. Tu as sorti ton livre, que j'ai avec moi. Voilà. Magnifique. On ne Ce réussit petit pas tout seul. livre-là, on ne récite pas tout seul. Du coup, est-ce que tu veux rapidement en parler? On va en parler un peu plus en détail après, mais est-ce que tu veux présenter un petit peu ce que tu as dans ton livre? Avec plaisir. On ne réussit pas tout seul. C'est un livre que j'ai écrit en 2023 qui est sorti le 29 janvier 2024, il y a un peu plus d'un mois. Et en fait, c'est le condensé de mon histoire. Parce que tout au long de mon parcours, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé en fait, et qui m'ont soutenu, qui m'ont permis d'avancer et d'être là où je suis aujourd'hui. Et ces personnes-là, on les oublie parfois. Ça commence par les parents qui, depuis tout petit, me soutiennent, sont derrière moi. Moi, j'ai pas été très scolaire, hein. J'ai redoublé 3 fois. Je me suis fait virer au lycée, je me suis fait virer à la fac. Mais je me rappelle encore quand j'arrivais pas à aller à l'école, j'arrivais pas à me réveiller le matin. Ma mère, tous les matins, elle me ramenait mon petit déjeuner au lit, tu vois, pour me donner envie de me réveiller avec un jus d'orange pressé, des bons gâteaux. Et en fait, les parents, ils ont toujours été là et on les oublie. Donc, on est toujours, je me suis fait tout seul, mais en fait, on se fait rarement tout seul. Il y a plein d'autres personnes qui sont autour. Donc, il y a les parents, il y a mes petites sœurs, il y a mes amis qui m'ont soutenu, il y a les mentors, il y a des professeurs de microéconomie à la fac et qui m'a donné envie. Il y a tout plein de personnes, en fait, qui ont été là et je parle d'eux. Et j'explique en fait en 7 chapitres mon parcours, étayé de beaucoup de conseils et de retours d'expérience qui permettent aux gens d'avancer, soit dans le monde professionnel, soit pour créer leur entreprise. Et tout ça, c'est corroboré de témoignages en fait, de toutes les personnes. Donc, il y a mon père qui témoigne, il est préfacé par Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre déléguée à l'égalité des chances. Il y a le PDG Monde d'Atos aussi qui témoigne dans le livre. Donc voilà, toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et qui ont été là pour moi. Super.
Oh, bah, c'est cool. Bah, moi, je l'ai lu, donc je connaissais un petit peu l'histoire déjà, Ah, c'est cool. mais OK, c'est cool. Hem, j'ai vu dans ton parcours, pour revenir au tout début, bon, justement, là, tu nous disais que tu étais pas un super, élève. Je connais ça parce que effectivement moi, c'est un peu pareil. Je suis expert comptable pourtant, donc il faut faire des études, mais j'ai eu un moment où j'ai eu un déclic où je me suis dit: «Bon, il faut que je me réveille» et effectivement, c'est vrai que ma mère, elle était là pour, me mettre des petits rappels quand il Petite fallait. tarte. Voilà. Et c'est vrai qu'une fois que tu as fini donc, ce parcours scolaire, tu as enchaîné un petit peu les jobs de sales dans différents secteurs d'activité. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Est-ce que tu te cherchais un peu? C'était quoi ta vision? Comment tu voyais le monde professionnel à ce moment-là? Écoute, j'ai pas enchaîné très longtemps après avoir fini mes études, hein. Moi, j'ai fait 2 ans d'alternance et ensuite j'ai travaillé 2 ans en CDI avant de me lancer, à fond dans l'entrepreneuriat. Donc ça a été, très rapide et en fait, avant d'être sales, c'est là où j'ai commencé vraiment à me chercher. Je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai voulu faire RH, il y a pas une entreprise qui m'a appelé. J'ai voulu faire contrôleur de gestion en master, pareil, une galère pour trouver une boîte et puis, par pure chance, hein, par pur hasard, hein, c'était pas prévu, j'ai jamais cherché à faire ça dans ma vie. Je suis tombé dans les métiers du commerce, de la vente, mais dans la tech, tu vois? Donc c'est plutôt une vente qui est complexe. On va vendre des projets de transformation digitale à des interlocuteurs de haut niveau. C'est des cycles longs, des ventes très complexes. Je suis rentré dans ce monde-là par la bonne porte. J'ai commencé par une boîte de cybersécurité. Tu vois, c'est hyper passionnant. Tu apprends des trucs de fou. Tu deviens même parano parce que tu dis, ah ouais, en fait, il faut que je me protège, il faut que je fasse attention. Chaque truc que j'envoie, ça peut être risqué. Donc, c'est hyper passionnant. Et puis, bah, 2 ans après avoir fini mes études, j'ai bossé en tant qu'ingénieur d'affaires dans une boîte de software. Et puis, je me suis dit, bah tiens, franchement, Youssef, c'est cool. Tu es sorti, tu as un bon métier, tu gagnes très bien ta vie, ça t'a permis de te lancer. Mais il y a plein d'autres personnes derrière qui n'ont pas encore avancé, qui n'ont pas l'accès à l'information, qui ne savent pas comment y aller. Et c'est là où j'ai décidé de créer un projet en fait, pour industrialiser, on va dire, l'ouverture à ces métiers d'avenir que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et c'est venu naturellement en créant une école. D'accord, donc c'est comme ça que ton chemin de réflexion, il s'est fait pour aller créer l'école. Et du coup, bah, en plus de tout ça, tu es considéré comme un influenceur LinkedIn. Alors, je sais pas si tu aimes bien ce terme, mais en tout cas, je l'ai vu dans ton livre, donc je me permets de le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent: «Non, je suis pas influenceur, je suis créateur de contenu», parce qu'influenceur, c'est un peu péjoratif dans la bouche de certains. Et du coup, donc là, aujourd'hui, tu as une grosse communauté sur LinkedIn, je crois presque 500 000 abonnés sur LinkedIn, ce qui est énorme sur LinkedIn. Ça n'a rien à voir avec Instagram et compagnie, donc c'est vraiment énorme. Une communauté que tu as su créer en partant de rien et alimenter voilà, au quotidien. Comment ça s'est passé justement ton passage sur LinkedIn? Le tout début, genre ton premier post, est-ce que c'était genre, tu as senti que ça pouvait prendre tout de suite ou est-ce que c'était genre gros bide total et grosse remise en question? C'est une bonne question, hein. D'ailleurs, pour revenir sur le truc influenceur, j'ai pas arrêté de répéter aux gens, j'ai pas envie d'être vu comme un influenceur. Finalement, ça sert à rien. C'est bon, j'ai abandonné en fait, ça sert à rien. À chaque fois, quelqu'un dit, ah, c'est toi l'influenceur, t'es obligé de lui dire, non, moi je suis pas influenceur, tu vois. J'ai pas envie d'être le Nabila de LinkedIn, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, à force de me répéter, j'accepte. Je suis un influenceur LinkedIn. En Voilà. vrai, tu influences les gens. Ouais, on les Tu influence. es tu tu On impacte. Moi, inspirant. j'aime bien le mot impact. Voilà, tu impactes, tu es inspirant pour ta communauté, tu Impacteur, vois? impacteur. Impacteur Voilà. peut-être, c'est un peu moins sexy, C'est mais moins beau gosse, ouais, impacteur. donc tu es influenceur, Youssef, il faut assumer, voilà, tu es influenceur. Exact, exact. Et en fait, comment elle a commencé mon histoire avec LinkedIn? Je pense un peu comme tout le monde, hein, quand tu vas sur LinkedIn, c'est pour trouver du travail, hein. C'est-à-dire c'est très RH au démarrage. Mais le premier post que j'ai fait, c'était pas un post pour dire que je cherchais du travail. Je travaillais dans cette boîte justement de cybersécurité. Et tu sais, quand tu travailles dans les métiers de la vente, la première chose que tu fais, en fait, c'est de la prospection. Donc, tu as une base de données, tu arrives dans une boîte, tu es en alternance, le directeur général, c'est pas qu'il s'en fout de toi, mais en gros, il va pas te donner les meilleurs comptes, le plus beau territoire. Il va te donner la base la plus éclatée, la plus nulle. Il va te dire, tiens, tu vas prendre des rendez-vous qualifiés sur cette base. Donc, tu commences par faire de la prospection téléphonique. Et là, bah, t'enchaînes, 100 appels par jour, des no-go, des personnes qui t'insultent, qui sont énervées, qui disent comment t'as eu mon numéro, des personnes qui n'ont rien à voir, qui disent mais Qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que je Qu'est-ce fais que là? je Ah fais? ouais, franchement, c'était un peu fou, tu vois. Et je me suis dit, attends, est-ce qu'il n'y a pas une méthodologie aujourd'hui qui pourrait me permettre d'être beaucoup plus efficace, tu vois, et d'aller taper les personnes et ne plus être, tu vois, un inconnu, un espèce de mec qui sort de nulle part, qui les appelle et qui connaissent pas. Et c'est là que je me suis dit, sur LinkedIn, il y a moyen d'être, tu vois, une référence. Les directeurs informatiques, ils étaient là, les responsables sécurité, ils étaient là. Pourquoi ne pas devenir une espèce de référence dans la cybersécurité et montrer bah, finalement que je suis connu, donc je les ajoute et je communique pour leur apporter de la valeur ajoutée, tu vois, sur LinkedIn. Et c'est comme ça que mes premiers posts, en fait, les premiers posts, ils étaient très tournés expertise. Je voulais être vu comme
un gars qui maîtrise la cybersécurité. Alors qu'en réalité, je connaissais rien. Tu vois. Je reprenais des articles à gauche à droite que je recompilais. Il n'y avait pas de chat GPT, ça m'aurait bien facilité la tâche. Mais c'est comme ça que ça a commencé en fait. C'était vraiment pour me faciliter la tâche dans la Et te prospection donner une crédibilité vis-à-vis de des tes personnes que futurs j'appelle. clients, quoi. Exactement. Et Ok. ça m'a grave aidé. Et du coup, en créant cette communauté, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui venaient vers moi. Dire, j'avais même plus besoin d'uniquement prospecter pour prendre des rendez-vous ou trouver des projets. Il y avait même des décisionnaires qui me contactaient pour me dire, ah, ça m'intéresse ce que tu dis, qui venaient commenter. Et là, c'est bon. Boum, en fait, il y a un truc à faire sur LinkedIn. Incroyable. En vrai, c'est fou quand même. Parce que tu as su, t'as su mettre toutes les chances de ton côté. Et puis, c'était quelque chose qui se faisait pas beaucoup à ce À moment-là. cette Donc, époque-là, ouais. ça se faisait pas, hein. L'automatisation, les publications, tout ça, ça se faisait pas, hein. Tu vois, c'est comme, je suis pas bon, j'ai pas un accent de ouf, mais ouais, think out of the box. Tu vois, Ouais, c'est ouais, ça, ouais, on dit je ça vois. comme ça, Ouais, hein. c'est C'est ça. réfléchis en dehors de la boîte. Et moi, j'ai toujours été comme ça, je suis jamais rentré dans les cases. Donc, réfléchis en dehors de la boîte, et ça m'a énormément aidé. Je pourrais te parler de plein de choses que j'ai fait, en fait, qui m'ont permis d'avancer, ouais. Bon, bah, tu vas nous dire ça après alors. Ah, On va te demander des anecdotes. super. Super. Dans ton livre, justement, donc, dont on parlait tout à l'heure, tu parles de l'importance de constituer un réseau. Parce que justement, tu donnes aussi des clés justement pour pouvoir créer ta communauté. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui encore, c'était le cas à l'époque, donc quand tu as commencé, mais est-ce qu'aujourd'hui encore, tu penses que le personal branding, c'est la solution la plus efficace pour pouvoir créer une communauté? Ça, c'est une super bonne question, tu vois, parce que c'est vrai qu'au démarrage, moi, quand je me suis mis, il y avait personne. J'étais le premier gars qui commence à partager des vidéos de foot, par exemple, sur LinkedIn, alors que tout le monde me dit ah, qu'est-ce que ça fait sur LinkedIn? Ça, c'est sur Facebook, etc. et Ah tout. oui, oui, Où oui. je partageais des photos de moi en vacances, tu vois, pour dire J'ai déjà voilà. vu, alors j'ai déjà vu des commentaires comme ça. Dès que ça sort du cadre un peu pro, j'ai déjà vu plein de mecs sur LinkedIn dire oui, ça c'est du Facebook, ça c'est du Facebook. C'est vrai Ah que oui, direct, direct, on t'attaque. Et moi, je me suis bien fait attaquer, hein, mais par tout le monde, hein, par des collègues, par des étudiants qui étaient dans ma classe, par tout le monde. Puis je me dis, je m'en fous en fait. J'ai pas besoin, je vais pas vivre pour les autres, je vais vivre pour moi. Et le personal branding, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu développer mes projets. Tu vois, c'est comme ça que j'ai écrit mon livre. En fait, moi, il y a une maison d'édition qui m'a contacté l'année dernière pour me dire est-ce que c'était intéressé pour écrire un livre. Jamais de la vie, j'avais prévu d'écrire un livre. Et en fait, ça crée ce qu'on appelle la sérendipité. Tu vois, c'est des opportunités venues de nulle part auxquelles tu t'attends même pas. Donc aujourd'hui, il y a toujours sa place à prendre. Bien sûr, tout le monde essaie de le faire. Tout le monde maintenant veut être bien vu, tout le monde veut montrer cette casquette de l'entrepreneur, de celui qui monte des projets. Donc forcément, tu vois, c'est plus difficile en fait de se faire identifier, mais il y a toujours sa place à prendre. Après, il y a des techniques qui existent aujourd'hui pour ça, et ces techniques-là, elles sont pas, on va dire, très difficiles. Le, la seule chose, moi, qui m'a permis de grandir, c'était de me rendre vulnérable. Tu vois, je me suis rendu attaquable. Et la plupart des personnes, lorsqu'ils communiquent, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils veulent toujours montrer la bonne image d'eux-mêmes. Ils veulent toujours montrer que le bon côté. Ils vont jamais être clivants. Tu vois, pas clivants dans le sens politique, dans le sens vraiment, tu vois, travail, image, etc. Et tout. Et ça, la vulnérabilité, pour moi, c'est la chose la plus importante si aujourd'hui on veut faire la différence. Parce qu'on va ressembler à tout le monde. Tu vois, tu vas sur ChatGPT, tu dis écris-moi un post qui fait le buzz, il va te l'écrire, et j'en suis sûr qu'il y a plein de personnes qui font exactement la même chose. Plus tu vas être dur avec toi-même, plus tu vas être authentique, mais limite direct. Tu vois, moi, quand j'écris des posts qui marchent, ça me prend 2 minutes, hein. Ça me prend pas 1 heure d'écrire, de réécrire. En fait, je dis ce que je ressens au moment T. J'attends souvent d'avoir un moment chaud, soit d'être énervé, soit d'être vraiment de bonne humeur, d'avoir reçu une bonne nouvelle. dès Tu que tu vois, es dans et bam. l'excès de... Exactement. Et à l'écrit, ça se ressent. Tu vois, c'est-à-dire, dès que je suis dans un état émotionnel très fort, c'est à ce moment-là que je prends mon téléphone et je me dis, là maintenant, je vais écrire. Et en fait, ce truc-là, ça se ressent à l'écrit. Tu vois. Et c'est pour ça que plus tu es authentique, plus tu es pas clivant, volontairement clivant, mais toi-même, en fait, finalement. Tu vois, tu lâches ce que tu as envie de dire, plus ça marche. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Donc, selon toi, la clé la plus puissante pour avoir un personal branding qui est réussi, c'est de laisser parler ses émotions, Ouais, déjà. C'est exactement. ça, d'être soi-même, quoi. C'est ça, c'est de ne pas chercher à plaire à tout le monde. Tu vois, on est plus de 7 milliards sur Terre. Il y a plus de, je sais pas moi, 800 millions de personnes aujourd'hui qui sont présentes sur LinkedIn. On n'a pas besoin d'avoir 800 millions d'abonnés. Tu vois, parfois, sa communauté, c'est 30 000 personnes. 30 000 personnes hyper soudées, féroces, qui vont t'accompagner, qui vont te soutenir. Parfois, c'est 200 000 personnes. Ça peut être 2 millions, peu importe. Moi, il faut se dire que quoi qu'il arrive, on s'en fout de plaire à tout le monde. Si tu cherches à faire un truc qui plaît à tout le monde,
tu es sûr qu'il n'y a personne qui te suit. Tu vois. Et moi, j'ai fait du coaching. Avant de lancer mon école, j'ai monté pas mal de business. Et j'avais fait du coaching où j'accompagnais des VP, des entrepreneurs, etc. et tout, à faire sortir, tu vois, leur personal branding et leur donner une image de leader, en fait, sur le marché. C'est quoi le truc le plus difficile que j'avais avec eux? C'est juste la barrière psychologique. Ah, ils me rendaient fou. Ah, tu penses que je peux vraiment publier ça? Est-ce que... Ouais, mais mon collègue, ouais, est-ce qu'il va penser? Mon manager? Ouais, Ah oui, mais ouais, mon chat aussi va me regarder bizarre quand je vais rentrer. Non, mais c'est vrai. En fait, mais c'est toi. Tu vois, là, ce qu'on a écrit, on l'a pas inventé. En fait, ça vient de toi. ouais, donc il y a un vrai travail à faire, c'est de l'introspection en À vrai mort, c'est que sur, ça. sur soi-même. C'est que ça. En fait, ça sert à rien de. Désolé pour les psys qui vont nous regarder, ça sert à rien Non, d'aller non. chez le psy. Tu te fais du personal branding sur LinkedIn et ça te fait du bien, quoi. Exactement, tu te lâches. Tu vois, et c'est tout. Euh, Est-ce que justement le personal branding là, est-ce que tu as ressenti que ça avait donné une vraie traction pour l'école justement? Donc l'école, on n'a pas cité le nom, l'école c'est coûte que coûte. Exactement. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu une vraie traction à partir du moment où tu as commencé à créer une communauté et à partir je sais pas si on peut parler en nombre d'abonnés, mais à quel moment tu as senti que vraiment c'est que ça apportait vraiment quelque chose, tu vois? Franchement, à tous les niveaux. Tu peux avoir 2000 abonnés et avoir une communauté déjà bien féroce qui te suit, qui t'aide et tout. C'est-à-dire que moi, à partir du moment que j'ai décidé de sortir de l'ombre, bah, la communauté, elle était déjà là. Quand j'avais 10 000 abonnés, elle était déjà présente, elle soutenait. Quand j'en ai eu 200 000, pareil. Donc, il n'y a pas de nombre d'abonnés. Il y a juste, OK, à partir du moment où on se lance, c'est bon. Là, on fait la différence. Et pour parler de l'école, hein, coûte que coûte, c'est très simple. Les premiers partenaires qui ont fait confiance à l'école pour recruter nos étudiants en alternance, ils viennent de LinkedIn. Les formateurs qui sont venus au démarrage, ils viennent de LinkedIn. Toutes les personnes, j'ai une trentaine de collaborateurs aujourd'hui, ils sont tous venus de LinkedIn. Tout ce qui touche à la partie communication, ouverture de portes, réseau lié à l'école pour développer, etc., c'est venu de LinkedIn. Tous les événements où est-ce que j'étais invité pour venir faire une conférence, enfin, ça devient central le truc, tu vois. Dire que je ne veux pas dire que l'école s'est construite sur LinkedIn, mais en tout cas, cette attractivité te permet d'accélérer. Tu vois, tu gagnes plus du temps à trouver des clients, à trouver des partenaires, à trouver des personnes avec qui, à fidéliser les gens pour les recruter. Tu vois, démarrage de recrutement, c'est dur. Il y a une pénurie de talent. Toutes les boîtes galèrent à recruter. Mais quand tu es vu comme quelqu'un qui rassure, à qui on peut faire confiance, bah, les personnes, ils viennent naturellement vers toi. Et tu n'as plus ces difficultés à recruter, à développer. Enfin bref, Enfin, c'est un accélérateur. c'est de la marque employeur après, Ouais, hein, et c'est pour exactement. ça que on en parlera après parce que toi, tu as une image en plus très positive et très bienveillante quand je regarde tes posts. Parce que ça fait un moment que je compte parmi les 500 000 abonnés, tu vois, je te suis un peu de loin. Et c'est vrai que tu as une image hyper positive, hyper bienveillante. Et aujourd'hui, quand on dit Youssef Koutari, c'est vrai que c'est devenu aussi un peu une marque, tu vois. Parce que du coup, ton nom, on pense tout de suite, avant de penser à tes projets, peut-être malheureusement, du coup, je sais pas, ou heureusement, Heureusement, heureusement. voilà, avant de penser à tes projets, on pense à toi et à ce que tu fais sur LinkedIn. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu aurais, sans spoiler ton livre, parce que dans ton livre, tu donnes des clés justement pour te lancer dans la création d'une communauté, est-ce que tu aurais 2, 3 tips à apporter à des gens là qui ont envie de se lancer, de créer une communauté, de commencer à constituer un réseau et effectivement, ils ont peut-être cette petite barrière mentale. C'est quoi les 2, 3 tips que tu pourrais leur donner? Je vais te donner trois tips qui peuvent être assez simples, faciles à adopter pour commencer. Premièrement, il faut éviter de faire le crevard. Avoir une belle photo, ça fait la différence. C'est-à-dire que demain, quand tu commences à communiquer, si les personnes, lorsqu'ils viennent dans ton profil, tu as une photo qui est moche, ton profil, il est pas au niveau, il n'est pas à jour, tu n'as pas une belle bannière et tout, voilà, ça ne va pas leur donner envie de s'abonner et de te suivre. Tu vois. Ils vont juste passer par là et ressortir derrière. Donc la première chose, juste, voilà, avoir un bon profil. Donc aller chez un photographe, quelqu'un voilà, qui va te mettre en lumière, qui va te mettre en avant, qui va te prendre une belle photo, une belle bannière, valoriser ses expériences, construire un résumé. Voilà, très simple. Tu vois, Mhm. vraiment, c'est la vitrine. Tu vois, tu rentres pas dans un magasin qui est sale. Quali, Tu quoi. vois, C'est voilà, exactement. On rentre pas dans un magasin qui est sale, donc il faut un truc quali. Deuxièmement, quand je parlais de vulnérabilité lorsqu'on fait ces posts, moi, mon meilleur ami, c'était ça. C'est-à-dire que au lieu de se prendre la tête à écrire, moi, je demande pas aux gens d'écrire, je leur demande de s'enregistrer. C'est-à-dire, de quoi tu as envie de parler? Tu prends un vocal, ici, ton enregistreur, tu imagines que tu as un pote à toi, ou tu mets vraiment un pote à toi en face, et tu lui racontes ce que tu as envie d'écrire, tu vois. Et tu lui parles comme si tu parlais à ton pote. Tu vois, en fait, il faut que tu écrives comme tu parles. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage, ou tu cherches à faire des belles tournures de phrases, tu te prends la tête. Non, tu écris comme tu parles. Donc, tu t'enregistres,
Tu dis ce que tu as envie de dire, le message que tu as envie de transmettre. Hop, tu fermes l'enregistrement, tu réouvres l'enregistrement, tu l'écoutes et tu réécris exactement mot par mot ce que tu as dit à l'oral. Tu mets juste les bonnes séparations pour pas qu'on ait l'impression qu'il y a un pavé qui soit extrêmement lourd et tu balances. C'est bon. Enfin, t'as même pas besoin de revoir les phrases, les retourner, les mélanger. C'est très simple. Tu t'enregistres pendant 1 minute, tu réécris exactement ce que tu as dit et là, tu sais que tu as un contenu profond, authentique, Authentique surtout. simple Ouais. et tout. Mais il faut vraiment faut jouer le jeu. Parce que si tu dis, OK, j'ai un pote à moi, mais voilà, mon discours, je vais quand même l'alléger. Non, faut vraiment être sincère. Tu C'est vois. drôle parce que avant que tu arrives là, Mm. j'étais dans la petite salle de réunion à côté et en fait j'ai fait ça. Parce que justement j'ai repensé à une histoire que j'ai eue parce que je fais du personal branding du coup, et c'est pour ça que ces sujets m'intéressent aussi, tu vois. Et je repensais à une histoire que j'ai eue avec une startup dans laquelle j'ai investi il y a genre, je sais pas, 7 ans, un truc comme ça, tu vois. Et je me suis dit, il faudrait que j'en parle. Et du coup, j'ai enregistré justement, j'expliquais à mon pote l'histoire de quand j'ai investi dans cette boîte-là et je l'ai enregistré vocal. C'est pour ça que j'ai souri quand tu as donné cette astuce parce que c'est pas Magnifique. quelque chose que je fais d'habitude. OK. Et je l'ai fait ce matin. Ah, tu Je vois. sais pas pourquoi, je l'ai fait Voilà. comme ça, tu vois. Mais du coup, ça. Magnifique. On est aligné alors, c'est Voilà, bon, tu c'est vois. ça, exactement. Du coup, tout à l'heure, on disait donc ton nom, c'est une marque. Donc tu m'as dit heureusement au lieu de malheureusement, ça prend même le dessus de tes projets quand on parle de toi. Euh, je suppose que tu as quand même une vision à long terme dans tes projets. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur que ça te desserve, en gros, le jour où tu vas vouloir vendre un de tes projets, une de tes boîtes, parce qu'il y a un fort intuitu personnel, parce qu'aujourd'hui, un mec qui va racheter une école comme celle que tu as créée, il va peut-être se dire par contre, je suis un peu ennuyé parce que ça repose beaucoup sur Youssef et j'ai peur de faire une mauvaise opération parce que bon, il y a un accompagnement à la session. Quand tu vends, tu vas peut-être rester 2, 3, 4 ans. Mais par contre, une fois que Youssef sera plus là, peut-être que ça peut me porter préjudice. Est-ce que tu n'as pas peur de ça? Ça, c'est une hyper bonne question. J'adore, tu vois, je kiffe, franchement. Là, on est bon, tu vois. En plus, parce que là, je suis en pleine levée de fonds, donc Ouais, je ça voulais tombe t'en hyper parler bien et après, tout. donc Donc, c'est parfait. on est bon. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que grâce à ma personnalité, tu vois, les personnes qui me suivent et tout, ça m'a permis de me lancer. Mais tout ce que j'ai construit, je l'ai sorti de Youssef Koutari. Moi, mon travail, depuis le démarrage, depuis que j'ai commencé à entreprendre, et j'étais très, je vais pas dire visionnaire, parce que ça fait un peu le gars qui se la raconte, mais je me suis toujours dit, en dehors du rachat, hein, demain LinkedIn ça casse, demain ça pète LinkedIn, voilà, ou mon compte il saute. Qu'est-ce qui se passe? Mon école elle meurt avec? Tu vois, en fait, je me posais ce type de questions parce que ça peut arriver. LinkedIn ça peut être remplacé demain par une autre plateforme, comme plein d'autres réseaux qui ont été remplacés. Donc je me dis, ouais, demain LinkedIn ça marche plus. Qu'est-ce qui se fait? Voilà, j'ai plus de projet, j'ai plus. Non, j'ai tout fait pour séparer les deux. Vraiment, séparer Youssef Koutari et séparer coûte que coûte. Bien sûr, il faut toujours le gars qui représente l'image, qui est présent sur scène, qui va parler demain dans les médias lorsqu'il y a des interventions. Il faut garder quand même une certaine visibilité. Mais par contre, dans l'organisation, tous mes services sont structurés, automatisés. Moi, je n'interviens que pour résoudre des problèmes aujourd'hui. J'interviens plus pour apporter mon image et forcément ouvrir des portes. Ou bien je facilite. Je suis plutôt un facilitateur. Mais j'ai tout fait pour séparer les deux. Youssef Koutari doit vivre tout seul et coûte que coûte doit vivre tout seul. Et les deux se renforcent mutuellement. Youssef Koutari, plus il va monter, plus coûte que coûte va avoir des opportunités. Et plus coûte que coûte va évoluer, va grandir, plus ça va renforcer l'image de Youssef Koutari, entrepreneur à succès, etc. Et tout. Tu vois, donc en fait, c'est des choses qui doivent monter de manière indépendante, mais qui se nourrissent Des choses mutuellement. qui se préparent. Exactement. Du coup, tu as fait tous les efforts qu'il fallait pour bien structurer. À fond. Et je suppose que du coup, tu as dû faire appel aussi à des. Tu dois te reposer sur des hommes clés, je pense, du coup, pour justement pour diriger ces différents services. Parce que si toi, tu es là comme un facilitateur, c'est comme nous dans notre boîte, tu vois. Moi, on a 120 personnes. Et forcément, tu dois mettre en place des hommes clés pour pouvoir te détacher de toute cette partie production, que ça repose moins sur toi et que ça valorise ta boîte en plus. Parce que justement, le mec qui va venir te racheter, il veut pas être dans les dans les petits papiers un peu partout. Lui, il veut que ça tourne et puis voilà. Donc, ça veut dire que tu as une vraie démarche de structuration de ta boîte. À mort. On a aujourd'hui 7 directeurs, tu vois, du développement,
la partie commerciale, la partie opération, la partie administration et financière, la partie RH, la communication. Donc là, hier, on a deux nouveaux directeurs, un directeur communication qui est venu justement pour venir aussi porter la parole et gérer cette partie-là. Enfin, non, non, on a des équipes aujourd'hui qui sont hyper structurées, plutôt aux alentours de 30 ans, tu vois, plutôt des personnes assez jeunes, très ambitieuses, qui ont faim, qui veulent vraiment se développer et apporter beaucoup de valeur ajoutée à l'école. Mais voilà, on a une équipe direction, un directeur général qui m'a rejoint depuis 3 mois aussi. Et on a une équipe direction qui est solide et qui est ultra autonome sur les différents départements. Et moi, je suis là pour résoudre les problèmes. Voilà, je suis monsieur qui sert à résoudre des problèmes ou à ouvrir des portes quand il faut en ouvrir. Ok, super. Dans le livre, toujours, je repars du livre parce que voilà, tu exposes un peu ta vie aussi dedans. Tu mets beaucoup en avant déjà la fierté d'avoir pu te constituer en partant de rien. Alors, pas tout seul, du coup, comme tu disais au début, mais en tout cas en partant de rien. Euh, mais tu dis aussi l'importance d'avoir un mentor ou des mentors. Et ça, on l'entend souvent. Même si, je ne sais pas si tu regardes d'autres podcasts, Andrea Ben Saïd, Alec Henry, etc. À chaque fois, c'est des sujets qui reviennent toujours dès qu'il y a des entrepreneurs à succès ou pas, mais en tout cas, bon, ils reçoivent surtout des entrepreneurs à succès. À chaque fois, il y a ce sujet-là qui revient, les mentors, les mentors, les mentors. Alors, toi, c'était qui tes mentors? Comment on fait? Est-ce que tu as un conseil à donner pour trouver le mentor qui correspond, ou le ou les mentors qui correspondent à ton profil, tu vois, vraiment à ton profil? Je vais te raconter une anecdote. Ah, j'aime bien ça. Et tu vas voir comment j'ai eu mon premier mentor. Je me rappelle, j'étais étudiant, j'étais en première année de master, je commençais à me trouver. Et j'avais un gars que je trouvais intellectuellement, je trouvais que c'était un génie en fait. Il avait les mêmes valeurs que moi. Donc déjà, moi, je voulais quelqu'un qui porte les mêmes valeurs parce que c'est important d'avoir un mentor qui va te conseiller aussi par rapport à la manière dont tu veux driver aussi ta vie personnelle. Tu vois, le mentoring, c'est pas que des sujets pro, c'est aussi des sujets perso. Donc j'ai trouvé un gars qui partageait les mêmes valeurs que moi, mais qui était dans le monde pro beaucoup, beaucoup, beaucoup plus high level, à tous les niveaux, tu vois. Autant dans le poste que dans l'intellect, que dans la manière de driver sa vie, c'était incroyable. Sauf que ce gars, il n'avait pas beaucoup de temps, tu vois. Et moi, j'étais pas Youssef Koutari, encore Youssef Koutari qu'on accueille facilement aujourd'hui, tu vois. Je venais à peine, tu vois. Voilà, quand je commençais à peine, tu vois. Et je me souviens, ce que j'avais fait pour réussir à en faire un mentor, c'est que moi, je finissais mes cours à 17h30. J'avais mon école qui était à Saint-Denis dans le 93. Lui, il travaillait au Trocadéro. Il travaillait chez Adobe, que tu dois forcément connaître. Il finissait vers les coups de 19h. Donc, de 17h30 jusqu'à 19h, j'allais au Trocadéro. J'attendais qu'il sorte du travail. Lui, il habitait à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, je l'accompagnais dans sa voiture, juste, tu vois, pour passer du temps avec lui. Genre, son trajet retour, je le passais donc de 19h jusqu'à 20h30, trajet retour jusqu'à chez lui. Et ensuite, je prenais 2 trains et un bus pour rentrer chez moi. C'est-à-dire que juste pour passer du temps avec cette personne-là, et je fais ça toutes les semaines. Toutes les semaines. Au lieu de rentrer chez moi comme tout le monde à 18h30, 19h, je rentrais chez moi, il était 22h30, 23h, tu vois. Juste pour passer du temps avec ce gars-là, lui montrer que je suis motivé, mais aussi apprendre de lui. Et en fait, ça, c'est ce qu'on dit un peu l'extra mile, tu vois. Tu fais le kilomètre de plus. Tu fais ce que personne va faire. Les gens ils vont chercher à organiser des rendez-vous sur des moments où la personne n'a pas forcément le temps, etc. et tout. Moi, je dis, écoute, j'ai pas besoin que tu bouges ton agenda. Garde ton agenda, garde tes habitudes. Je vais juste venir m'insérer à un moment où, voilà, C'est t'es dans ta incroyable voiture, ça. tranquille, tu vois. Et ce gars-là, c'était mon premier mentor. C'est devenu mon frérot. C'est devenu le témoin avec mon père le jour de mon mariage. Aujourd'hui, on se voit toutes les semaines. Voilà, c'est le sang. Incroyable. Tu vois, c'est le Ouais, sang. incroyable. Tu vois, c'est comme si je suis parti chercher un frère. Je vais pas chercher un mentor, je suis parti chercher un frère. Et voilà, ça, c'est ce qui m'a aidé, c'est faire ce kilomètre de plus. Ok, et du coup, est-ce que tu peux retirer peut-être une ou deux choses? Tu as dû en retirer énormément, mais est-ce que tu peux retirer une ou deux choses de ce que ça t'a apporté, ce qui t'a appris, qui a vraiment de la valeur pour toi aujourd'hui? Et tu te dis, c'est vrai que sans ce mentor-là, j'aurais pas été peut-être aussi vite, j'aurais pas appris ça ou ça. Ouais. Il y a deux, trois points clés sur lesquels il insistait beaucoup, il me clashait pas mal. Moi, je me suis toujours considéré en retard par rapport aux autres. Tu vois, j'ai redoublé 3 fois, je parlais pas bien anglais, je me trouvais un peu mauvais, tu vois, sur pas mal de choses. Et lui, il a passé son temps à me dire non, en fait. Tu vois, t'as ton timing, t'as ton heure, t'as ta vie, en fait. Chacun est drivé de manière différente, chacun a sa propre horloge, en fait.
personnelle. Et donc, le fait de m'avoir aidé à prendre du recul sur ça, j'ai retiré toute cette frustration de me comparer aux autres, mais négativement. Tu vois, il y a une citation je crois que c'est Rousseau qui dit: «Tout le malheur des autres vient du fait qu'ils se comparent», tu vois? Et quand tu te compares aux autres, ça peut te créer une gêne intérieure qui est mauvaise, tu C'est le vois? problème des réseaux sociaux aujourd'hui en plus, du coup, parce Exactement, que tu te compares beaucoup plus facilement qu'avant. c'est ça, c'est ça. Et donc ça a été déjà première chose à évacuer. Dès que tu as retiré ce truc de voilà, je suis toujours en retard, c'était big picture. Voilà, son mot, il me dit toujours, voilà, c'est quoi la big picture? Où est-ce que tu as envie d'aller demain? Tu vois, c'est quoi l'idéal en fait? Où est-ce que tu rêves de te projeter? C'est quoi ta big. Et moi, c'était trop difficile. Tu vois, on nous a toujours appris on nous pose toujours la question, ouais, tu veux faire quoi dans 2 ans? Tu veux faire quoi dans 5 ans? Mais on nous a jamais dit, ok, c'est quoi ta vraie big picture demain? Et ben en fait, c'est que de l'introspection. Genre, le gars, il va pas te dire quoi faire demain. Il va pas te dire, tiens, faut que tu passes par telle filière, par telle entreprise, par telle école. C'était même pas le Il discours. t'aide à toi-même trouver À les te poser clés. les bonnes Ouais, questions, en fait. Le gars, toi-même. il te fait poser. Tu vois, ok, en fait, c'est moi, j'ai les réponses. Tu vois, c'est pas toi. Toi, tu veux juste me faire poser ces bonnes questions. Et j'ai trouvé mon chemin tout seul. Et ce qui est fou, c'est que moi, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur d'affaires. Je suis parti dans des belles boîtes et tout. Aujourd'hui, il est vice-président dans une start-up, il cartonne et tout le gars. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça dans ma vie. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un gars qui m'inspire, mais ce qu'il fait au quotidien, c'est pas un truc, tu vois, qui me donne envie. Tu vois. Oui, C'est-à-dire, donc c'est le pas but parce que d'un mentor, c'est pas de faire du copier-coller, quoi. exactement, c'est pas parce que tu as un mentor qui est PDG que demain tu vas devenir PDG. Tu vois. Il n'y a pas que ça en fait dans le mentoring, ça dépasse tout ça. C'est pour ça que l'état d'esprit doit être aligné. Et c'est plus fort que juste l'image du gars qui fait tel ou tel métier, telle ou telle profession. Exactement. Ouais. Ok, ça marche. Bah écoute, c'est intéressant comme anecdote. En plus de ça, tu as une activité avec Irify. Ouais. Je le prononce bien. Ouais. Moi aussi, j'ai un anglais. Erifi. J'ai un anglais, il est Ah, catastrophique t'inquiète, aussi. t'inquiète. Donc C'est je même pas en t'avoue anglais, que. moi je dis Erifi, t'inquiète. Ok, Irifi alors. Est-ce que tu veux présenter un petit peu ce que fait Irifi? Et pour aller un peu plus loin, est-ce que tu peux nous dire si, selon toi, c'est le prolongement logique de l'école? Donc, je te laisse présenter déjà Irifi. Moi, Ah. je sais ce que c'est, mais. Ah, Erifi, c'est très simple. En fait, c'est une boîte dans laquelle on externalise des business développeurs. Nous, dans l'école, on forme des business développeurs. Et tu as plein d'entreprises aujourd'hui qui galèrent à recruter, qui galèrent à développer des marchés. Et en fait, l'idée, c'est de mettre à disposition des ressources qui sont compétentes, qui sont formées par l'école, que nous-mêmes, on va recruter et sélectionner selon leur niveau, etc. Et que derrière, on met à disposition des entreprises qui souhaitent accélérer. Mais ce n'est pas l'activité sur laquelle je suis le plus concentré. Moi, je suis D'accord. vraiment focus, coûte que coûte, à mort. Et Erifi, c'est là pour soutenir tout ce développement-là. En fait, cette boîte-là, initialement, je l'avais créée, c'était pour générer de la trésor, pour pouvoir investir et développer des projets. C'était même pas une boîte que j'ai créée, tu vois, pour accélérer, dans laquelle je me suis dit, tiens, demain, il faut qu'elle fasse 20 millions. Je l'ai créée pour générer un maximum de trésor et me dire, OK, demain, je peux investir sur mes propres projets. Et du coup, premier projet, coûte que coûte. D'accord, ok, c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, bon, je comprends que c'est pas ce qui te monopolise le plus de temps sur Irifi, mais entre coûte que coûte, ton influence LinkedIn, l'écriture du livre qu'on a vu avant, Le conseil municipal hier le soir, conseil municipal, euh, les enfants. voilà, tes enfants, comment tu fais pour organiser ton temps? Est-ce que tu as des conseils? Je rappelle que là, le thème du podcast, c'est le multi-entrepreneuriat. Donc, on reçoit que des gens comme toi, tu vois, qui font beaucoup de choses dans leur vie. Et donc, on essaie toujours de ressortir deux, trois conseils pour pouvoir justement prioriser, s'organiser, etc. Est-ce que tu as la clé ou tu l'as pas encore? Parce qu'il y en a qui m'ont dit, il y en a qui m'ont dit, je cherche encore. Alors, je pense que c'est un truc qui évolue avec le temps. Tu vois, aujourd'hui, le premier de mes enfants, il a un peu plus de 3 ans. Le deuxième, il va avoir 1 an cette année. En fait, moi, je suis surtout leur stade d'évolution. Tu vois, je me dis, le plus important, c'est eux. À la fin, c'est pas forcément ce que je fais moi. Et j'essaie de rester disponible par rapport à leurs attentes, à leurs besoins. Donc là, exemple, le premier qui a 3 ans, tous les matins, c'est moi qui le dépose à l'école. J'ai des journées hyper chargées. Je sais que le matin, si je le vois pas, si je passe pas du temps avec lui, bah, je vais rentrer à 23 h, je vais pas le voir de la journée. Et du coup, je vais pas le voir de la semaine. Enfin, moi, je vais le voir, mais en train de dormir. Lui me verra pas. Tu vois, donc j'ai organisé ma semaine pour me dire, ça ne bouge pas. Tu peux me mettre n'importe quel rendez-vous, n'importe quel. Tu peux me ramener un ministre qui me dit, tiens, je vais te prendre ton école et on va l'ouvrir à fois 100. Je vais pas bouger ce rendez-vous-là. C'est le rendez-vous avec mon fils. C'est tous les matins, ça bouge pas. Tu vois, et donc, il y a des choses comme ça
qui sont hyper importantes et qui pour moi ne doivent pas être modulables ou personnalisables. Et ça évolue avec le temps. Donc là, j'en ai un premier qui va à l'école. Demain, il y en a peut-être deux qui vont aller à l'école. Donc ça va encore bouger. En fait, je drive. Surtout c'est cette ambition professionnelle tout en faisant attention à ma famille. Moi j'ai eu beaucoup de mentors, hein. Je t'ai parlé du premier mentor que j'ai eu, mais en fait j'en ai eu beaucoup des mentors et je leur posais pas des questions pour savoir comment ils ont évolué. En fait moi je m'en foutais de leur vie professionnelle, savoir comment ils sont passés directeurs, comment ils sont passés vice-présidents. Franchement ça m'intéressait pas. Moi je voulais surtout savoir comment ils font pour gérer le pro et le perso, tu vois. Mmh. Et Bah, c'est ça. en fait la plupart des regrets qu'ils avaient c'était de ne pas avoir passé du temps avec leurs enfants ou avec leurs parents. Tu vois, vraiment, tous les mentors que j'ai eus qui avaient un certain niveau, lorsque je leur disais c'est quoi la chose que tu regrettes le plus, c'est de ne pas avoir vu leurs enfants grandir, ni de ne pas avoir passé du temps avec leurs parents qui très souvent n'étaient plus là. Et donc je me suis dit, moi c'est mort, je ne ferai pas la même erreur. Ok, donc tu te priorises dans ton agenda. Il y a des moments qui sont bloqués et tu sais que tu peux pas y déroger. En plus, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence, que le matin, c'était très important. Tu passes voir un poney et des chevaux avec ton garçon, c'est ça, avec Ouais, ton petit exactement, garçon. il adore les chevaux, parce que moi j'ai fait de l'équitation pendant 2 ans, donc naturellement j'aime bien aller voir les chevaux de temps en temps. Et lui, bah, il adore ça, donc avant d'aller à l'école, on passe toujours dans une écurie, un centre équestre, toucher un peu les poneys, voir les chevaux. Voilà, on a notre petit moment C'est génial. un peu cool. Ouais. C'est très bien. Mm. Et étant moi-même papa, du coup, je trouve ça super. Ah, Ouais, c'est vraiment magnifique. top. Du coup, je te disais tout à l'heure, sur les réseaux, tu cultives vraiment une image bienveillante, positive et tout. C'est vrai que tes posts, ils sont souvent tournés dans ce sens-là. Et je pense que, en plus, comme tu le dis, tu vois, tu le fais avec émotion et authentique, donc ça doit correspondre à ta personne. Euh, Comment tu fais, du coup, pour insuffler ce côté positif et bienveillant dans ta culture d'entreprise chez Coûte que Coûte? Et moi-même, c'est pour ça que je te pose cette question. J'ai eu, moi, parce que moi aussi, management bienveillant, c'était carrément le sujet de mon mémoire d'expertise comptable, tu vois. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Et j'ai eu quand même quelques déceptions, tu vois, dans ma vie de manager. Et du coup, est-ce que toi, ça a pu t'arriver aussi? En fait, tout à l'heure, je rigole. En fait, Vas-y. je sais pas si ça avait été vu dans la caméra au le moment C'est où je pas grave. rigolais et tout, mais en même temps que tu me posais ta question, j'étais en train de rigoler. Parce que hier, je parlais avec un pote à moi. Il dit voilà, moi, quand j'étais salarié, j'étais hyper autonome, à mort, tu vois. Et donc, j'ai dégagé une image ultra positive parce que j'étais le gars autonome, on n'avait pas besoin de me manager, de me suivre, je faisais mon travail, je faisais 200% de mes objectifs, je bossais à fond, j'étais comme ça. Et maintenant que j'ai une entreprise, je me rends compte que tout le monde n'est pas comme ça. Et que je va falloir que je change un peu ma ligne Ah, c'est éditoriale, c'est- hein. ah, c'est- c'est vraiment incroyable que tu me dises ça Et parce c'est que la première fois que je le dis non, mais devant. c'est Euh, incroyable. Et là, il y a vraiment de la valeur à retirer de ça parce que je te jure que nous, au cabinet, nous, on a toujours eu un management très positif, etc. Genre, avant de regarder limite la compétence, on focus tout sur l'état d'esprit de la personne, etc. Tu vois, pour que ce soit vraiment aligné avec nos valeurs. Et puis là, il y a un peu moins d'un an, on a commencé à se dire bon, c'est bien. Mais faut aussi durcir parfois. Il faut fixer des cadres enfin, un cadre et des ouais, règles un peu plus strictes parce que c'est vrai que sinon il peut y avoir des dérives. Parce qu'effectivement, ce qui était valable pour toi, c'est pas forcément exactement. la même chose pour tes En fait, collaborateurs, moi, tu vois. quand j'ai communiqué, je communiquais parce que je voyais un peu mon parcours, je voyais ma personnalité. Je dis, bah, ça me fait chier que quelqu'un casse la tête alors que finalement, moi, je me tue au travail. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça. Et du coup, là, hier, je parlais avec un pote, je dis, putain, il faut quand même que je reste authentique et vulnérable dans mes communications. Donc, il va falloir que je change un peu mon discours maintenant que je suis chef d'entreprise. Et je suis en train de réfléchir au message que j'ai envie de transmettre parce que tout le monde n'est pas fait pour être autonome. Tout le monde ne peut pas être en télétravail. Certaines personnes qui ont besoin d'être encadrées, d'être suivies, qu'on reste derrière eux. Il y a des personnes, tu vas, toi, tout donner pour eux et certains vont dire, OK, moi, en fait, je fais le strict minimum. Je fais ce que j'ai à faire et je me casse. Alors que toi, tu vas leur donner beaucoup plus que ce qui était attendu finalement dans le contrat et tout. Donc maintenant que je suis chef d'entreprise, je commence à virer, à virer un peu, tu vois. Mais pas méchamment, tu vois. C'est-à-dire que les personnes qui sont hyper autonomes, qui sont impliqués et tout, eh, j'ai gardé la même mentalité
que j'avais avant. Par contre, il y a certaines personnes qui ont besoin d'être encadrées, d'être suivies, d'avoir du management plus, je ne veux pas dire plus archaïque, mais Plus voilà, d'avoir paternaliste voilà, peut-être, plus plus proche, paternaliste. plus ouais. Bah, cela, on met en place. En fait, la difficulté aussi dans une boîte en croissance, du coup, comme ton école, Ça bouge tout où le tu es temps. en train de centraliser un petit peu, tu sais, de mettre des directeurs en place, de vraiment mettre une vraie hiérarchie, tu vois. Il faut aussi que, ça veut dire que ces gens-là qui sont tes relais, il faut que justement, eux-mêmes, ils puissent partager, tu vois, cette culture d'entreprise. Parce que si elle repose sur toi, elle repose essentiellement sur toi, c'est possible qu'à un moment donné, elle ne redescende plus sur les collaborateurs. Demain, si tu as un collaborateur qui rentre, il aura peut-être pas le même ressenti que quand il rentrait à l'époque où il était en direct avec toi, tu Ouais, vois. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai travail à faire vis-à-vis de tes managers ou tes directeurs. bien sûr. Et surtout que les personnes, au démarrage, quand elles sont recrutées, elles venaient pour bosser avec moi, comme tu dis. Mais elle venait pas pour bosser avec mon DG ou les autres directeurs. Et en fait, bah, Youssef Koutari, limite, tu le vois pas trop. Parce que moi, je suis sur plein d'autres sujets. Des sujets de strat, de développement. Et ça peut créer aussi une certaine déception de se dire, OK, finalement, je bosse pas avec Youssef. C'est pour ça qu'il faut insuffler un maximum cette culture tu vois, d'entreprise. Et j'ai un pote à moi, entrepreneur. Il a une boîte qui fait 10 millions, qui tourne bien. Franchement, voilà, ça va. Sa vie, elle est tranquille. Tu vois, 10 millions, c'est une petite boîte qui tourne bien. Et il a connu beaucoup d'échecs, beaucoup de galères. Et il me donne beaucoup de conseils, tu vois. Il me dit, écoute, tu sais, c'est comme dans le foot. Parce que moi, je suis un drogué du football, donc tu me parles foot, je comprends très vite les métaphores. Il me dit, tu vois, demain, tu es en Div 4. Si tu arrives à monter en Division 3 avec une équipe, c'est possible que les joueurs que tu avais en Div 4, certains ne puissent pas assumer en Div 3, tu vois. Et demain, quand tu montes en Div 2, certains qui étaient en Div 3, bah, peut-être qu'ils Mmh. n'auront pas le niveau de la Div 2. Et en fait, ton entreprise, plus elle se développe, plus elle avance, tu te rendras compte que certains profils, bah, malheureusement, ne sont plus faits pour ce stade de développement. Et bah, soit il faut s'en séparer, soit il faut leur trouver des missions qui sont différentes. Et donc, tu as ce côté un peu palier, niveau, tu as des périodes, tu as des stades de développement, et tout le monde n'est pas fait pour ces différents stades-là. Il y en a qui sont bons dans la création, mais dès qu'il faut passer en mode exécution, délivrer à mort, ils sont plus là. Tu vois, parce que c'est plutôt des créateurs. Et d'autres, c'est l'inverse. Lorsqu'il fallait créer, tu peux pas du tout compter sur eux. Par contre, dès que tout est monté, processé, structuré, là, ça envoie du lourd. Et donc, ça, pour moi, c'est la difficulté dans le recrutement. C'est de bien cerner le type de profil et se dire que malheureusement, tout le monde ne pourra peut-être pas Après, continuer l'aventure avec toi. c'est l'importance aussi d'avoir un vrai plan de compétences en interne avec un plan de formation, de faire monter en compétences tes collaborateurs et tout. Mais bon, c'est sur du long terme, donc Bien sûr. Et c'est- même, on parle de plan de compétences. Moi, je pense qu'il y a certains stades qui sont difficiles à atteindre. Tu vois, on parle du foot. Tu peux jouer en Div 4 demain. La personne, parfois, tu as beau lui apprendre à faire des contrôles passes et tout, elle ne pourra jamais jouer en régional ou en national et tout. Parce qu'en fait, il y a un gouffre énorme. Et ça, bah, c'est ce qui rend un peu le truc difficile. Parce que nous, on met beaucoup d'humains dans notre entrepreneuriat. Et donc, on s'attache à toutes les personnes qui viennent bosser avec nous. Donc, il faut bien échanger. Et je pense que le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est de bien recruter les personnes au démarrage. Tu vois. Plus tu qualifies la personne que tu as envie de recruter, et tu la qualifies sur le long terme. Pas sur un, OK, là j'ai un besoin à court terme, il me faut un trou à une vraie combler. projection, Non, quoi. c'est une vraie projection sur le long terme. Est-ce que cette personne-là, je me vois travailler avec elle pendant 10 ans? Est-ce qu'elle pourra justement suivre notre stade de développement avec tout ce qu'on a envie de faire, tu vois? Tout à l'heure, tu as lâché une petite info, mais du coup, j'allais te dire que j'avais entendu des bruits de couloir comme quoi il y avait une levée de fonds qui se préparait. Alors, c'est quoi l'objectif de cette levée, si tu peux en parler? C'est quoi les projets derrière tout ça? Écoute, levée de fonds, c'est très simple. C'est moi, depuis 1 an et demi que j'ai lancé l'école, j'ai toujours eu des investisseurs qui voulaient mettre du cash, qui viennent du réseau LinkedIn très classique, et j'ai toujours refusé. Alors, j'ai dit, écoutez, merci, franchement, c'est bien, ça me fait plaisir, mais par contre, je sais pas quoi faire de votre argent. J'ai jamais créé une école, je vais me tromper dans les recrutements, je vais pas investir l'argent au bon endroit. Donc, je préfère créer les choses par moi-même, le développer, et le jour où je maîtrise mon projet, bah, derrière, je ferai appel à vous. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Déjà, j'ai lancé mon école pendant 1 an. On avait 10 étudiants l'année dernière quand on s'est lancé. Là, 1 an après, on est à 120 étudiants, donc on s'est hyper bien développé, sans fonds, sans rien du tout, avec une équipe qui est de plus en plus solide. Et là, maintenant que je maîtrise l'école, que je sais combien me coûte un étudiant, une classe, un formateur, que je sais comment ça se passe lorsqu'il faut dupliquer des salles de cours, etc., je me dis, là, je suis prêt à lever des fonds pour accélérer.
Et l'objectif de la levée, c'est tout simplement de dupliquer. On a une école aujourd'hui qui est implantée à Colombes, à côté de la Défense. Et l'idée, c'est d'en ouvrir 10 sur les 3 prochaines années. Ok, super. Ok, très bien. Donc, gros projet de croissance en cours. Exactement. Est-ce que, pour reparler de ton livre, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé en fait? Est-ce que tu peux nous donner des petites anecdotes croustillantes sur la rédaction du livre, tu vois, sur les backstage, comment ça s'est passé? Parce qu'à la base, tu le dis, c'était pas du tout prévu, que tu l'avais pas anticipé que tu allais écrire un livre, donc je suppose qu'il doit y avoir des moments sympas à raconter, tu Je, vois. je vais te dire un truc très sympathique. J'ai un pote à moi qui m'a aidé, hein. Moi, tout seul, j'aurais jamais pu écrire le livre tout seul et le sortir, hein. J'ai un pote à moi qui m'a aidé dans la rédaction. Et du coup, bah, moi, j'écris des choses de mon côté et lui, il écrit beaucoup de choses de son côté. Et donc, je relis, tu vois, à chaque fois, je relis. Et à un moment donné, j'arrive dans une partie, il s'appelle Omar. Je dis, mais Omar, ça, j'ai jamais dit ça, moi. Il me dit, mais si, mais t'inquiète pas, tu vas voir, ça va passer trop bien et tout. Je dis, ouais, ok, mais déjà, je comprends pas ça veut dire quoi et j'ai jamais dit ça. C'est pas moi, du coup, en fait, c'est ton livre ou c'est mon livre, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est toujours ces allers-retours en mode, ouais, je veux bien, t'as vu, ça peut être un truc hyper cool, hyper intéressant, mais ça vient pas de moi, tu vois. Et on passait notre temps à faire des allers-retours et dans les on se battait. Franchement, c'était une guerre, mais c'était archi bien. Parce que même moi, ça m'a permis tu vois, de revoir ma vie, tu vois. Et recentrer un peu tout ce que je faisais, comprendre d'où je venais. Tu vois. En fait, écrire un livre, c'est magnifique. Et se faire accompagner, c'est aussi très bien. Ça t'a permis en fait de faire un point à un moment donné et de te dire voilà tout ce que j'ai accompli depuis le début, c'est ça? Exact, ouais, exact. À mort. C'est vrai qu'on À regarde mort. pas souvent dans le rétro du Et de coup. se rappeler. Tu vois, le titre du livre, on ne réussit pas tout seul. Donc, j'ai passé mes journées à me rappeler de qui sont toutes les personnes en fait qui étaient là. Parce que parfois, tu les oublies. Tu vois, tu te dis, OK, ça, j'ai réussi, je fais tout seul. Non. À chaque étape, j'essaie de me rappeler qui était là. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui m'a aidé à passer la marche, tu vois, la marche d'au-dessus. Ouais. Ok. Donc voilà, l'histoire, c'est que le gars, il écrivait des trucs et je passais mon temps à lui dire hey, écoute, ça, c'est pas moi, ça. Il me dit hey, t'inquiète pas, ça va bien passer, ça va être lourd. Je dis non, je veux pas. Ça, c'est un peu les posts personal branding que tu Ah. vois sur LinkedIn en ce moment. Non, moi, jamais. Moi, quand j'écris un truc, quand je balance quelque chose, il faut que ça vienne de Ouais, moi. voilà, mais Sinon, t'as c'est raison. mort. Pour finir, je vais te poser une dernière question. Est-ce que t'as dans ta tête un rêve de projet tu vois, depuis tout à l'heure, tu parles du foot, par exemple, du sport. Est-ce que tu as un rêve d'un projet, un truc que tu n'as pas encore accompli? Tu te dis, mon rêve ultime, ce serait de monter un projet dans tel secteur ou dans telle activité, j'en sais rien. Est-ce que tu as un rêve comme ça, un peu fou même, tu Ouais, vois? j'y pense en ce moment. Franchement, je réfléchis, je me dis ok, l'objectif, là, l'école, c'est d'arriver à fond sur les prochaines années, mais je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, tu vois. Je pense pas que pendant 30 ans, je vais diriger une école. Et donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Parce que moi, mon rêve, c'est juste d'être heureux comme je suis tous les jours, hein. Moi, je kiffe ma life, je suis trop bien, je m'entends avec tout le monde, ma famille, mes potes. J'ai une vie très, très simple, hein, tu vois. C'est mes petites bouffes avec mes potes, mes foot le week-end. Ma vie, elle est ultra simple et j'adore. Tu vois, je cherche pas à avoir plus que ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, tu vois. Mais je me dis par contre, le prochain projet que tu montes, il faut que ce soit un projet fou. Donc j'étais en train de regarder, tu vois, je parlais avec ChatGPT, je dis écoute, comment je peux faire pour monter un projet de voiture volante. Tu vois, en fait, je veux que ce soit un projet fou. Tu vois, c'est bon, je veux sortir. J'ai envie que ce soit un projet fou. Et je regardais, tu vois, ou réinventer les compagnies aériennes avec un nouveau modèle d'avion. En fait, je suis que en train de regarder. Ah ouais, des donc pro- t'es ouais, vraiment un truc très gros, très... ah ouais, le prochain projet, faut que. C'est très drôle de faut que dire je- j'étais en train de parler avec ChatGPT. C'est vraiment, tu vois, ça montre un peu ce que c'est devenu quand même. C'est devenu un de tes potes en fait. Ouais, ChatGPT, c'est mon pote. Ouais, Tous c'est les ça. jours, je parlais avec Moi lui et aussi, tout. ça m'arrive Des souvent de fois, je parler avec lui. l'insulte, tout ça. T'es Ah, fou, toi hein. aussi, des fois, tu t'énerves. Des fois, je lui dis, putain, mais tu comprends rien, c'est pas possible. T'es Et genre, il gentil, me toi, répond, t'es après, il me gentil, dit, hein. oui, désolé de. Après, je me sens mal, je dis, ah, le Eh, c'est pauvre. vrai, t'as vu comment on arrive à se sentir mal pour un algorithme ou un robot? C'est un Moi, je truc de commence fou. toujours par salut, beau Bonjour. gosse. Moi, tu vois, comme ça, je me dis, on sait jamais, demain, si jamais l'intelligence artificielle, elle se retourne contre les hommes, toujours il va se dire, ouais, Ouais, Joe, il était sympa avec moi, je vais le laisser tranquille. celle-là, elle est bien, celle-là. Allez, je vais le laisser tranquille. Ah, c'est cool. Non, bah écoute, merci pour ce moment, Youssef, c'était super intéressant. Tu as apporté vraiment plein de valeur dans tout ce que tu entreprends, donc c'était génial. Tu corresponds parfaitement au profil du multi-entrepreneur. Ah, Et je pense que c'est pas fini. Si on refait une édition même dans 5 ou 10 ans sur les voitures volantes, on pourra t'inviter du coup. J'espère que tu as passé un bon moment. magnifique, Jonathan. Franchement, c'était cool. Merci pour toutes tes questions, pour la bonne humeur. Je me suis éclaté, je me suis Bon, bah, amusé. parfait. T'as fait ressortir ce que j'ai envie de sortir. Ah, c'est cool. Donc, non, non, magnifique. Et je peux compter sur toi comme tu peux compter sur moi. Je pense maintenant qu'on est bien Allez, connectés. ça marche.
Merci Youssef, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, inscrivez-vous à la newsletter et puis à la prochaine pour le prochain épisode.